Thank you. My presentation will be in French, but I apologize for the non-French speaking, but after, if you have questions for the discussion, or even later in the day, I can answer in English, but I will speak French. So here is the different points that I will speak about this morning. So, mesdames, messieurs, les organisateurs du colloque, mes chers collègues et chers participants, c'est un grand honneur pour moi et un immense plaisir de participer au colloque 2016 de l'Association européenne d'analyse transactionnelle. Je remercie sincèrement les organisateurs et tout particulièrement Evita Cassoni pour votre invitation. Voilà près de 30 ans que je m'occupe en tant que psychologue, clinicienne, psychothérapeute et chercheur à l'Université Paris 8 de sujets migrants et tout particulièrement parmi eux de ceux qui ont été victimes de torture, de génocide, de massacres et de viols utilisés comme armes de guerre. Je m'occupe également d'auteurs de violences collectives, tortionnaires, criminels contre l'humanité, génocidaires. Et ces dernières années, principalement en tant qu'expert, psychologue, dans le cadre de procès pour crimes contre l'humanité menés par différentes juridictions pénales internationales. Le point commun entre tous les sujets est que la construction de leur identité, de leur subjectivité, peut s'avérer difficile du fait qu'ils ont été soumis à des processus de métamorphose de leur identité, par la torture et par l'exil pour les victimes, et par les initiations traumatiques, violentes, chez les auteurs de violences collectives. L'autre volet de ma pratique thérapeutique et de recherche clinique concerne les métis culturels, les sortants de sectes, les victimes de psychothérapie abusive et les personnes transsexuelles et transgenres. Le point commun entre tous ces sujets est que, là aussi, la construction de leur identité, c'est-à-dire de leur subjectivité en tant que sujet, peut s'avérer difficile, du fait qu'ils sont habités par la question de la métamorphose et que les accompagnements psychologiques qui leur sont proposés n'incluent pas toujours le modèle de la métamorphose dans leur conception théorique ou clinique. Avec les patients ou clients que j'ai mentionnés, il y a deux facteurs qui me paraissent tout à fait intéressants et riches à inclure dans notre démarche d'accompagnement psychologique, et ce, quel que soit notre référentiel théorique que l'on préfère. Il s'agit du facteur postcolonial et du facteur postmoderne. Plus que chez tous les autres patients ou clients, se manifeste chez tous ces sujets-là un inconscient qui est d'une autre nature que l'inconscient freudien. Il s'agit de l'inconscient géopolitique. En effet, des changements géopolitiques planétaires considérables se sont produits à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Ils se sont accélérés ces 30 dernières années et ce n'est pas fini. Le monde se complexifie et sollicite nos processus psychiques intérieurs, qu'ils soient cognitifs, affectifs. Nous sommes sollicités dans notre multiplicité, qu'elle soit intégrée de façon harmonieuse ou pas encore. Comment accompagner en tant que thérapeute l'émergence de nouveaux sujets postcoloniaux, postmodernes, métissés ou trans quelque chose, transgenre, transclasse également? Comment rendre ces constructions identitaires harmonieuses et enrichissantes? Comment aussi traiter, dans les subjectivités postcoloniales et postmodernes, les inévitables blessures narcissiques ou traumatiques engendrées par des réaménagements géopolitiques violents ou par la sauvagerie du capitalisme financier et du biopouvoir étendu à l'ensemble de la planète?
Pour rappel, le biopouvoir, elle, a été conceptualisé par Michel Foucault dans les années 70, qui, en visionnaire, avait déjà identifié cette idéologie totalisante du contrôle par les règlements et par les normes qui vont petit à petit devenir intériorisées. Premier point, mondialité et inconscient géopolitique. Géopolitique se réfère à la discipline universitaire du même nom, la géopolitique, qui étudie l'histoire des frontières, qui étudie l'apparition de nouveaux États ou entités territoriales, ainsi que les revendications d'indépendance des groupes émergents et leurs conséquences locales et planétaires. Un exemple, l'émergence de l'État islamique autoproclamé en 2014. La géopolitique, en tant que discipline, traite également des raisons de la disparition de certains peuples, groupes ou nations. Elle étudie et analyse les conflits territoriaux, l'expansion de nouvelles idéologies politiques, économiques et religieuses dans le monde, et les réaménagements des alliances mondiales. La géopolitique analyse aussi les problèmes culturels et religieux qui naissent à l'intérieur d'un État, comme ceux qui naissent à un niveau pan-national ou pan-régional, dans un contexte post-colonial et à l'échelle planétaire. La psychologie géopolitique clinique est une nouvelle métapsychologie qui étudie et rend compte de ce que le facteur géopolitique produit sur les humains. Ce facteur géopolitique induit à la fois le meilleur et le pire. Il induit des violences collectives telles que la torture, les conflits, les massacres, les génocides et les problématiques post-coloniales et les déplacements forcés de populations. Le facteur géopolitique intervient également dans les importantes migrations planétaires. Ceci génère des transformations psychiques conscientes ou inconscientes, des expériences démultipliées d'acculturation et des métissages variés entre les hommes, les systèmes de vie et les pensées qu'ils produisent. À bien écouter nos patients ou nos clients, on ne délire pas que sur papa, maman, comme on dit, on ne délire pas que sur les parents. On ne délire pas que sur un Oedipe mal digéré. On ne délire pas que sur la famille. On délire surtout et aussi sur la géopolitique. Donc, on ne délire pas comme sur papa-maman, comme je disais. On délire sur des territoires, on délire sur des races, on délire sur des classes, on délire sur des frontières. On délire sur le cosmos et on délire sur les religions. On délire aussi à partir de positions subalternes sur des vengeances post-coloniales, post-communistes, religieuses ou autres. Les catégories géopolitiques qui traversent le psychisme sont donc multiples. Elles sont à identifier au cas par cas avec chaque sujet. On ne peut pas les ignorer. Elles jouent un rôle fondamental dans le processus de subjectivation, c'est-à-dire les processus par lesquels on devient ou pas sujet de sa propre histoire. Voyons maintenant le deuxième point, les subjectivités postcoloniales, postmodernes et autres. Je ferai principalement référence à deux d'entre elles, les constructions identitaires ou subjectivités postcoloniales et les constructions identitaires ou subjectivités postmodernes. Voyons le premier point, les subjectivités postcoloniales. De nombreux événements et expériences de vie qui jalonnent l'histoire des humains ont à la fois une répercussion globale, locale et intrapsychique, aux trois niveaux. Elles sont nombreuses, les constructions identitaires postcoloniales aujourd'hui, qui sont traversées par des conduites d'échec paradoxales aux yeux de la culture dominante. Ces conduites d'échec sont à entendre comme une résistance à l'acculturation.
To acculturation. Pardon, je parle en anglais aussi. Cette construction identitaire de type subalterne est faite d'héritage, celui d'une assignation à une place désignée par un autre, mise en position de maître. Toutes ces expériences de vie, qui marquent profondément les subjectivités, doivent pouvoir se travailler au cours de suivis psychologiques qui prennent au sérieux la manière dont le facteur géopolitique traverse les constructions identitaires et produit des traces individuelles visibles à long terme et à l'échelle du monde. Si le colonialisme a psychologiquement induit des impositions d'identité, des acculturations forcées et des laissés-pour-compte, le post-colonialisme, quant à lui, a surtout induit des rejets violents, haineux et du nihilisme face à la désillusion engendrée par les régimes politiques post-coloniaux, égocentriques et la plupart du temps corrompus. Aujourd'hui, nous voyons également, dans nos pratiques cliniques, les effets cumulés et à long terme de nombreux processus d'acculturation à l'échelle planétaire et qui ont eu lieu depuis maintenant plusieurs décennies. Une collègue psychologue française, Malika Mansouri, a montré que beaucoup, mais pas tous, beaucoup de jeunes gens nés en France et dont les parents sont issus de l'immigration algérienne ne connaissent pas leur histoire. Ils habitent aux marges de la capitale et des grandes villes et vouent un ressentiment violent à l'égard de l'État français. Certains ont été séduits par les discours islamistes radicaux. Beaucoup ont, dans leur famille, un grand-père ou un membre de leur famille tué pendant la guerre d'Algérie, qui était une guerre de libération de la tutelle coloniale française en 1961. Mais ces jeunes ne font aucun lien entre leur haine pour l'ex-colon, sur la terre duquel ils vivent néanmoins aujourd'hui, et la mort de leur grand-père pendant la guerre d'Algérie, tué à cause des Français. Ils vivent donc clivés, eu égard à l'histoire collective. Clivage entre les pensées et les affects, et clivage entre les différents aspects de leur histoire, à la fois singulière, intrapsychique et collective. L'inconscient géopolitique peut alors se mouvoir, moyennant une manipulation par les islamistes, en violent désir de radicalisation sacrificielle, en désir de passage à l'acte meurtrier, tant que rien ne soit parlé, dit de ce passé douloureux ou ambivalent entre la France et son ex-colonie. Et pourtant, dès 1945, Albert Camus avait compris qu'un jour, les ex-colonisés se retourneront contre les colons. Le terrorisme devient alors une surcompensation d'identités subalternes et meurtries. Avec les sujets post-coloniaux, nous assistons le plus souvent au métissage de la multiplicité des héritages, historiques, culturels, économiques, religieux et laïques. Aussi, au cours du suivi psychologique avec ses patients, ses clients, toute tentative d'affiliation à leur groupe d'appartenance culturelle d'origine, comme on peut le faire dans une approche ethnopsychiatrique classique, ne les intéresse pas beaucoup. Car ils sont déjà traversés par la multiplicité, ils sont déjà métissés. Et comme tous les métis culturels, ils veulent du neuf, ils veulent du moderne, du post-moderne en l'occurrence. Ils veulent pouvoir vivre leur multiplicité. Ou, à l'inverse, si la complexité de la multiplicité en soi et dans le monde les effraie, ils seront perdus dans leur stratégie de construction identitaire et ils vont alors rallier les mouvements djihadistes ou extrémistes. Là, tout est simplifié. Le monde est redevenu binaire, tout comme les principes moraux, mais en apparence seulement, car l'hypocrisie est également de mise. La codification des rapports entre les genres, masculins et féminins, est redevenue stricte, tout comme le découpage du monde entre les musulmans croyants et le reste du monde. Voyons maintenant les subjectivités postmodernes.
comment elles sont traversées par l'inconscient géopolitique. Pour l'homme de la modernité, tout se structurait autour d'un futur fait de promesses et de croissance. À l'ère de l'homme post-moderne, il n'en est plus question. Le libéralisme totalisant et le capitalisme financier produisent toujours plus de laissés-pour-compte à l'échelle de la planète. Voyons alors de quoi est fait l'inconscient géopolitique dans nos subjectivités postmodernes, à savoir chez des sujets issus du monde occidental ou chez les sujets occidentalisés, c'est-à-dire porteurs de multiplicité partout ailleurs dans le monde. Dans les facteurs géopolitiques ayant un impact sur les subjectivités postmodernes, il nous faut mentionner les remaniements idéologiques. Ainsi, avec la fin du communisme et de la logique des deux blocs, le monde cessa pour un temps d'être organisé selon un système binaire, Est-Ouest ou Nord-Sud. Mais très vite, la pensée binaire fut de retour avec les attentats terroristes sur le sol américain. L'axe du bien et l'axe du mal, comme énoncé par George Bush, permettait à nouveau d'avoir une vision claire, binaire et bien commode d'un ennemi commun, non plus le communisme, mais le terrorisme mondialisé. Un autre exemple illustre comment l'inconscient géopolitique traverse les subjectivités. Il s'agit du mouvement de mai 68 en France, aux États-Unis et dans le monde. Mai 68 a été un précurseur géopolitique. À bien y regarder, ce mouvement annonça très en amont la fin de l'illusion de la croissance infinie et la fin de la consommation exponentielle en proclamant « Oui, un autre monde est possible ». Mai 68 mettait les subjectivités en garde contre ce qui a fini par arriver, à savoir la généralisation du biopouvoir, c'est-à-dire le contrôle de plus en plus totalitaire exercé sur la vie des êtres au moyen de règles, de réglementations et de normes sociétales et sécuritaires qui viennent étroitement corseter la vie des gens. Cela aboutit le plus souvent à l'intériorisation de ce biopouvoir et à l'apathie consumériste. Nous assistons à la fabrication de sujets normosés, c'est-à-dire des normopathes ou des malades de la norme, par la soumission librement consentie de ceux qui succombent à des désirs fascistes, inconscients qu'ils sont d'être manipulés. L'existence de l'homme postmoderne est terriblement accélérée, comme pour rejoindre la temporalité des ordinateurs. Il en a été question hier après-midi. Ceci entraîne des pathologies diverses, notamment des stress, des burn-out, des dépressions existentielles et des conduites alimentaires déréglées. Tout cela produit de plus en plus souvent un abandon de l'intériorité, de l'intériorisation de la vie. Alors, à quel type de subjectivité le thérapeute, le conseiller d'aujourd'hui a-t-il affaire ? Est-ce la fin du sujet, comme le prédisait en visionnaire Michel Foucault ? Est-ce le début de l'homme au cerveau augmenté, mais à l'humanisme diminué, selon l'expression du philosophe et psychanalyste Miguel Benassayag ? Le cerveau est considéré comme un ordinateur qu'il faut améliorer via des outils pharmacologiques ou informatiques. Malgré tout, l'homme postmoderne a bien des raisons de ne pas déprimer et de se réjouir. Les avancées que constituèrent l'avènement du sujet singulier contre la réduction de celui-ci au groupe, au clan, au collectif, reste une preuve qu'il est possible pour chaque culture et à chaque époque de s'affranchir des carcans qui réduisent la liberté individuelle. Les luttes menées par les femmes occidentales des années 50 pour se libérer de la tutelle des pères, des frères et des maris en est une autre, de preuve qu'un autre monde est toujours possible. L'homme, la femme postmoderne,
trouve également de nouvelles manières de vivre ensemble et de faire famille sans que le religieux ne s'en mêle. Procréation médicalement assistée, mère porteuse, adoption, homoparentalité, mariage homosexuel. Les divorces ou les séparations de couples étant relativement fréquents à notre époque, les enfants se retrouvent à faire famille dans de nouvelles fratries. Lors d'une fête de famille, par exemple, les familles recomposées ne sont alors pas loin de ressembler aux familles élargies à l'africaine. Quant aux subjectivités transgenres, qui ont enfin acquis une visibilité parmi les formes de subjectivité postmoderne, ils viennent nous questionner ainsi. À qui appartient le genre? À qui appartient mon corps? À moi ou à l'État, qui m'interdit d'inscrire sur les papiers officiels le genre auquel je me sens d'appartenir? Les subjectivités transgenres viennent nous montrer qu'il existe de multiples manières de vivre son genre et de traverser les genres parfois au cours de son existence, de passer de l'un à l'autre de manière consécutive ou concomitante pour un nombre non négligeable de sujets ou de personnes à travers le monde. Pas tout le monde, bien sûr, mais voilà aussi un des sujets qu'il faut entendre aujourd'hui dans le monde que nous vivons. Troisième point, dernier point, comment intégrer l'inconscient géopolitique dans nos pratiques cliniques? Pour ce faire, il me semble important d'intégrer 3 axes de travail au cours des suivis psychologiques de sujets chez qui il est nécessaire de rendre conscient l'influence de l'inconscient géopolitique. Premier axe de travail, intégrer la figure de la métamorphose dans le processus de construction identitaire. Deuxième axe de travail, procéder à une désidentification, c'est-à-dire à une déconstruction de soi, mais sans imposer une réaffiliation ou un réenracinement dans la culture d'origine. Troisième axe de travail, faire accepter la multiplicité en soi aux sujets concernés pour leur permettre ensuite de mieux pouvoir accepter la multiplicité dans le monde. Premier axe de travail, intégrer la figure de la métamorphose dans le processus de construction identitaire ou de l'identité d'un sujet. Les constructions identitaires des sujets postcoloniaux, postmodernes et les transgenres dont nous venons de parler à l'instant sont généralement sous-tendues par la figure de la métamorphose de l'identité. Le risque qu'il court est alors de se construire à partir d'un exosquelette, à savoir à partir de propositions extérieures à eux, qui sont attractives, mais au détriment de leur intériorité. Mais un suivi psychologique attentif, quelle que soit notre appartenance théorique, un suivi psychologique attentif, bienveillant et respectueux de cette quête de métamorphose peut éviter à ces sujets les nombreuses captures sectaires ou fondamentalistes qui foisonnent aujourd'hui. Il nous faut veiller à établir avec tact une continuité dans leur propre construction identitaire sans que les racines familiales, culturelles, géographiques ou autres ne deviennent des chaînes, car ceci leur est littéralement insupportable. Et surtout, il ne faut pas pathologiser leur nécessité provisoire ou définitive de rupture avec le passé. Voici l'exemple de Nesta. Nesta est un jeune homme originaire d'un pays africain. Il est mineur, non accompagné, âgé de 16 ans. Nesta présentait une pathologie traumatique cumulative due au traumatisme de guerre dans son pays, due à la mort de sa mère et due à l'isolement complet dans lequel il se trouvait en France. Par la suite, Nesta m'apprend que son père est bien vivant et qu'il vit à Londres en exil. Mais Nesta ne voulait absolument pas de regroupement familial. Il avait fait table rase de la famille et de son pays, corrompu, dit-il, contre lequel il était en colère. Je comprenais que Nesta était dans une logique de transformation de soi, dans une demande d'initiation à la modernité,
et au monde occidental, même s'il ne le formulait pas comme ça, mais il était traversé par cette demande. Sans trahir, pour ma part, sa quête de métamorphose, j'ai cependant veillé à ce qu'une continuité se dessine avec le monde d'avant, à partir de ce qui était encore acceptable pour lui, de ce monde d'avant. Nesta s'est construit des appartenances territorialisées et cloisonnées, une structure d'accueil pour orphelins d'un côté, le foot de l'autre, etc. Nous avons soutenu et valorisé tout choix personnel que faisait Nesta. Au début, il protégeait ses nouveaux choix et désirs en les cachant, en les clivant. C'était une période où il était très en secret, où il cachait, mais il se reconstruisait de cette manière-là. Ce faisant, il se désidentifiait peu à peu des rôles et des places imposées de l'extérieur, comme c'est le cas en Afrique, me disait-il. Des places imposées par la tradition, par les chefs politiques locaux ou par toute autre instance extérieure. Nesta était devenu neuf, sujet de sa propre histoire. Une deuxième naissance, en somme. C'est pourquoi, bien des années après la fin de mon accompagnement psychologique d'une étape de la vie de Nesta, tous les ans, au 1er de l'an, à minuit 1, Nesta me téléphonait, bien sûr pour me souhaiter la bonne année, mais surtout pour me donner de ses nouvelles. Quand il devint père à son tour, il a renoué le contact avec son propre père, mais tout en gardant ses distances. J'avais pu aider Nesta à se construire loin de toute idéologie familialiste et en le pensant libre mais multiple. La multiplicité en lui s'est déployée au fil du temps sans qu'elle soit menacée ni de capture ni d'étouffement. Deuxième axe de travail, procéder à une désidentification, à une déconstruction de soi, mais sans imposer une réaffiliation ou un réenracinement dans la culture d'origine. Je ne peux pas tout développer ici, donc je vais un peu résumer la présentation. Je privilégierai la présentation de cas qui l'illustrent. Donc, ce deuxième axe de travail permet de construire des désirs et des devenirs nouveaux. Il nous faut aider les sujets à se libérer de la norme intériorisée quand elle les blesse ou quand elle les entrave. Uniquement dans ce cas, ce n'est pas une obligation, bien sûr. Alors, voilà l'exemple de Philippe. Philippe a dépassé la quarantaine quand il vint me voir. Sa demande est claire. Connaissant mes travaux, il voulait travailler avec moi des éléments qu'il n'avait jamais analysés avec sa psychanalyste, à savoir l'impact de l'histoire collective sur son histoire singulière. Il l'avait dit pratiquement comme ça. Sa psychanalyste, nous dit-il, n'accordait aucune importance aux éléments liés à l'histoire collective et interprétait les tentatives de Philippe d'amener la dimension collective en séance comme une résistance à ce qu'elle considérait, elle, comme étant centrale, à savoir la relation difficile de Philippe avec son père. Bien sûr qu'il y avait de ça, mais pas uniquement. Que faire de cet inconscient géopolitique ? Au cours de notre première séance, je présente à Philippe le cadre que j'ai mis en place lorsque des sujets viennent me voir avec ce type de demande comme la sienne. Certes, elles sont nouvelles et inhabituelles, mais elles se révèlent toujours très intéressantes. Il nous faut innover et s'adapter à la demande de nos clients, de nos patients et de l'époque. Je propose dans ce cas un dispositif à 6 séances, dont les dates sont toujours fixées à l'avance et qui sont organisées comme suit. Une première séance est suivie d'une seconde 3 semaines après. Les 3, 4e et 5e séances ont lieu à intervalles de 15 jours. Puis, il y a une 6e séance à la fin, une dernière séance, qui a nouveau lieu 3 semaines après la 5e. Donc, vous voyez le dispositif de 6 séances, 3 semaines entre la première et la deuxième, 15 jours, 15 jours, 15 jours, et de nouveau 3 semaines. S'il y a nécessité de nous revoir pour vraiment travailler que sur cette traversée de l'inconscient géopolitique dans les subjectivités, qui peut se faire en parallèle avec d'autres thérapies, avec un autre travail thérapeutique, donc
S'il y a nécessité de nous revoir, ce sera pour un autre cycle. Mais ce sera à Philippe de décider. Ce deuxième cycle ne pourra débuter que 2 mois après le premier cycle. Pourquoi 2 mois? Au moins, pas avant. Parce que nous savons tous, en tant que conseillers, que thérapeutes, que la consolidation des événements psychiques ainsi que leur réaménagement, cela se fait sur du long terme, cela prend du temps, et la visibilité ne se fait qu'un petit peu plus tard. Donc, c'est aussi une manière de sortir du consumérisme thérapeutique et de cette rapidité, ça marche pas, j'essaie une autre thérapie. Voilà l'histoire de Philippe. Il y a 4 ans, il a fait une crise d'angoisse paroxystique à Djibouti. Djibouti est un ancien territoire français en Afrique où Philippe exerçait comme enseignant en expatriation. Des tirs rapprochés l'ont paralysé de peur alors que le pays connaissait une série d'émeutes. Philippe a dû être rapatrié en France et soigné en psychiatrie. Depuis, il est sous médicaments antidépresseurs. Il faut savoir que Djibouti est un lieu géopolitique et géostratégique très important. Situé dans la corne de l'Afrique, ce lieu est chargé d'histoire coloniale et post-coloniale dans cette France-Afrique. Nous appelons ainsi en France les pays et les territoires africains actuels qui étaient d'anciennes colonies françaises et qui continuent de rester dans l'orbite des intérêts financiers, militaires et économiques de la France. L'inconscient géopolitique traverse de part en part l'histoire de Philippe. Ce fils de militaire français a vécu son enfance avec sa mère et ses 3 frères et sœurs en allant de déménagement en déménagement au fil de la carrière militaire de son père. Philippe a été imprégné d'un fort sentiment d'appartenance à cette grande nation, la France, comme pensait son père. Pour le fils, qui a assisté aux parades militaires durant toute son enfance, il n'était même pas pensable de penser autrement. Et pourtant, Philippe devint enseignant de français, mais non militaire comme papa. Premier pas de côté, discret, mais somme toute toléré, autorisé par l'idéologie familiale. Il est cependant très fortement marqué, Philippe, est cependant très fortement marqué par des idées héritées du mouvement de mai 68 en France, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il les cache bien soigneusement à son père. Il apprend alors à vivre dans le clivage, c'est-à-dire la multiplicité non unifiée et non assumée en lui. C'est ce que nous analyserons bien évidemment dans nos séances géopolitiques cliniques. Philippe déterre au fil des séances un souvenir refoulé, quelque chose de fondamental qui le gênait au plus profond de lui-même et qui mettait à mal l'éthique et les valeurs que Philippe s'était construit par lui-même. Ce souvenir refoulé tenta d'émerger une première fois déjà, à Djibouti, une ville pleine de militaires. Néanmoins, ce ne sera pas encore sous forme d'un souvenir conscient, mais sous forme de symptômes. Angoisse paroxystique et inexpliquée pour Philippe, vomissements, peurs multiples, pleurs incontrôlés, d'où son rapatriement en France et son hospitalisation en psychiatrie. Voilà le secret d'État que Philippe a refoulé. Dans les années 50 du siècle dernier, son père avait été l'un des organisateurs des premiers essais d'armes nucléaires et chimiques français dans le désert algérien, alors colonie française. Tout se faisait dans le plus grand secret. Les explosions causèrent un nombre incalculé de morts, car tenus secrets, tant parmi les populations autochtones algériennes que parmi les militaires français, dont beaucoup sont morts de cancer. La construction identitaire de Philippe est faite de multiplicité non intégrée. Il a donc fait un authentique burn-out géopolitique. Toute cette construction identitaire clivée va donc craquer à Djibouti cette nuit-là avec ces coups de feu des militaires ou des rebelles. Alors, je vais un petit peu plus loin. Philippe portait la culpabilité de ce à quoi a participé son père, et au-delà de celle de toute l'armée française. Si Philippe a secrètement été de gauche, voire même libertaire,
anarchiste, avoue-t-il, hein, je l'avoue, entre guillemets, pendant nos séances. Et au cours de la 3e séance, plus exactement, il lui a fallu passer par cette crise à Djibouti, par une sévère dépression, par une psychanalyse et par nos entretiens de type géopolitique pour trouver un chemin d'une déconstruction authentique qui le conduira vers un nouveau devenir. Vivre en solitaire, comme David Thoreau, dans les bois et loin du genre humain, pour l'instant, ou pour toujours, ou pour un temps seulement, tant qu'il lui sera nécessaire. 3e axe de travail, faire accepter la multiplicité en soi aux sujets concernés pour leur permettre ensuite de mieux pouvoir accepter la multiplicité dans le monde. Le temps est court, alors je vais aussi écourter le développement de cet axe, juste pour vous dire qu'une chose et son contraire peuvent coexister en chacun de nous. Il est intéressant de savoir sur quoi est fondée cette multiplicité. Ce n'est pas que de l'ambivalence. Il y a aussi cette traversée du géopolitique qui peut parfois être à l'origine de cette multiplicité en soi non intégrée. L'unité, l'intégration harmonieuse et joyeuse, non douloureuse donc, de cette multiplicité en soi, peut devenir l'affaire de toute une vie. Ce n'est jamais donné d'avance et ce n'est jamais garanti. Voici l'exemple d'Irina. Irina est une belle jeune femme de 27 ans, fine, intelligente et cultivée. Elle aussi vient me voir suite à la lecture de certains de mes écrits accessibles via l'Internet. Elle veut comprendre les raisons de sa procrastination, dit-elle, qui l'envahit totalement aujourd'hui. Irina m'explique qu'elle remet toujours au lendemain ce qu'elle doit faire aujourd'hui. Elle se met gravement en danger par une phobie du faire, une phobie de l'action, et par une inhibition paralysante et culpabilisante. Elle suppose qu'il y a peut-être un lien avec son histoire collective, mais elle ne sait pas le décrypter. Son père, décédé d'un cancer quand elle avait 10 ans, était un ingénieur russe, qui a épousé une femme, biologiste de métier, originaire d'une minorité ethnique très persécutée et acculturée de force par les Russes tout au long de l'histoire soviétique. Irina, qui est née dans la capitale de cet ancien État soviétique, a décroché une bourse internationale pour terminer son doctorat en France. Seulement voilà. Au fil des années passées à Paris, tout se délite. Ma vie est en lambeaux, me dit-elle en sanglotant. Je ne me reconnais plus. Je m'en veux toujours de tout remettre au lendemain. Je me sens tellement vide. Je ne comprends plus rien. Parce que avant, Irina a toujours été très vivante et très joyeuse. Elle développa également des allergies alimentaires à répétition à Paris. Le changement de cadre culturel externe, c'est-à-dire sa venue en France, a fait voler en éclats la fragile mosaïque culturelle interne qui, quand elle vivait encore dans son pays, était cimentée par le rôle d'enfant médicament qu'Irina occupait auprès de sa mère, brisée par le divorce, puis par la mort de son ex-époux. Le travail psychologique avec Irina a porté sur les éléments suivants. Premièrement, donner à sa procrastination un autre sens, celui d'une paralysie salutaire, car elle sonna le glas de son propre faux self. Deuxièmement, l'exhumation d'une multiplicité en soi, enfouie, car source de culpabilité intense et générée par deux fantasmes ou deux scénarios inconscients qui opéraient de manière simultanée, en même temps. Premier fantasme. Tenter d'exister pour moi, c'est blesser mortellement ma mère. C'est un enfant médicament qui répare la mère. Et le deuxième fantasme, j'ai peur d'avoir une identité. Croire que je ne sais pas qui je suis, que je suis folle ou que je procrastine, me dispense de penser d'avoir une identité à moi.
Ce travail psychologique généra alors plusieurs changements en elle. Premier changement, malgré la bourse d'études qu'elle a obtenue, Irina a arrêté son travail de recherche, dont le thème était les violences politiques que les Russes, groupe d'appartenance culturelle de son père, ont fait subir à la minorité ethnique du groupe d'appartenance culturelle de sa mère. Un sujet impossible à traiter pour la métisse culturelle de naissance qu'était Irina. Elle était prise dans une double loyauté, russe et tatar. Irina a alors trouvé du travail à temps partiel, comme une métisse culturelle. Bon, ça s'est fait comme ça, elle n'a pas décidé, mais ça lui allait très bien. Travail à temps partiel, à Paris, dans une institution multiculturelle. Par ailleurs, elle faisait également du babysitting. En effet, donc Irina a trouvé du travail dans cette institution multiculturelle parce qu'elle parle à la perfection 4 langues, le russe, le tatar, l'anglais et le français. Cela constitua pour elle une manière d'intégrer harmonieusement sa multiplicité et de pouvoir en vivre financièrement. Enfin, une vitalité féconde est aussi apparue chez Irina, qui s'exprime par une profonde originalité. Cela est maintenant vécu au grand jour, sans culpabilité. Il a fallu du temps, ce n'était pas du jour au lendemain, mais sans difficulté dans tous les groupes sociaux qu'elle fréquente aujourd'hui. Irina a aussi développé des aptitudes diverses et nouvelles, comme la danse, en l'occurrence le flamenco, rien à voir avec les danses folkloriques tatares ou russes. Enfin, Irina a pu s'autoriser à avoir une pratique spirituelle particulière, avec des règles alimentaires précises qui lui conviennent parfaitement. Elle connaissait déjà ce mouvement spirituel hindouiste quand elle était dans son pays. Elle avait envie de le fréquenter, mais elle craignait les reproches de sa mère. Vous voyez là, toujours l'articulation entre le collectif et le singulier. Quand ce type de sujet, comme Irina, accède à la multiplicité acceptée en eux, ils deviennent alors réfractaires aux affiliations et aux appartenances uniques. Celles-ci sont trop réductrices pour eux. Cela peut concerner l'identité de genre, en se mettant à cultiver l'androgynie, comme ce fut le cas pour Irina, mais de manière très provisoire. Bon. Cela peut concerner également l'orientation sexuelle, ou cela peut concerner également la traversée de milieux sociaux en devenant des sujets transclasses. Ces sujets ont besoin d'explorer, toujours au-delà des limites. Dans les groupes, ils ne peuvent jamais occuper une place centrale, sauf si c'est pour innover. Les choix, quels qu'ils soient, leur sont généralement difficiles à faire, comme je le disais précédemment. Ceci est dû au fait qu'ils ne choisissent pas entre plusieurs choses. Ils complexifient les problèmes et moyennant quoi, ils trouvent une issue novatrice dans le meilleur des cas. Mais s'ils échouent, alors là, c'est la catastrophe psychique. Drogue, suicide, ruptures diverses et dérives. Et alors là aussi, dans ce cas, c'est intéressant, quelles que soient nos approches, de voir aussi comment l'histoire collective peut traverser l'histoire singulière de ces sujets. En conclusion, alors, pour conclure, donc, comme Nesta, comme Philippe et comme Irina le montrent bien, la construction des identités postcoloniales et postmodernes ne peut se réduire à l'action des seuls déterminants intrapsychiques ou relationnels. Prendre en compte la manière dont l'inconscient géopolitique traverse les subjectivités de nos patients ou de nos clients nous ouvre des perspectives tout à fait enrichissantes. Cela complexifie leurs problématiques en les contextualisant, en situant les sujets dans la dimension collective. La dimension collective, géopolitique, a donc le même poids que les autres facteurs que nous connaissons mieux, avec lesquels nous savons faire, intrapsychiques ou relationnels. C'est juste un ajout, enfin une nouvelle manière d'ajouter cet élément géopolitique. Enfin, le fait de rendre visible la manière
dont l'inconscient géopolitique agit sur les constructions de l'identité, au cas par cas et pour tout un chacun, présente incontestablement une dimension préventive. Cela peut possiblement éviter la répétition des violences collectives qui, hier comme aujourd'hui, sont l'objet d'instrumentalisation intentionnelle dans l'histoire des peuples et dans celle des nations. Merci beaucoup pour votre attention.